Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahuète, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et j'anime Poire et Cahuète comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène. La montagne, ça vous gagne. On vient d'entendre un extrait de publicité qui parlera peut-être aux plus âgés d'entre vous. La montagne, ça vous gagne. C'était dans les années 90 et pour plus d'infos, il fallait taper sur son Minitel 3615 en montagne. Aujourd'hui, en 2021, il n'y a plus de Minitel et on va se demander si la montagne, ça nous gagne toujours autant. Ou en tout cas, si ce ne serait pas bientôt la fin du ski. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut le regretter ? Oui, en tout cas, c'est vrai que l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques pendant ces vacances d'hiver rend l'ambiance en montagne assez morose. Normalement, le mois de février, c'est l'époque des marronniers à la télé, des reportages sur les vacances d'hiver, avec des familles épanouies et des enfants qui apprennent à faire le chasse-neige. En fait, même si cette saison, elle est anormale pour les professionnels de la montagne, qui vont vivre ce qu'ils appellent ironiquement une saison blanche, en fait, la montagne est en plein questionnement existentiel depuis plusieurs années. Son modèle de tourisme de masse qui s'est développé dans les années 60 est en difficulté, et ça ne date pas du Covid. Comme souvent, l'épidémie de Covid, elle révèle et elle accélère des mutations sociétales qui étaient en cours depuis de nombreuses années. On l'a vu avec certains commerces, avec la question du travail à distance, et donc à présent avec le ski et son avenir. Oui, tu parlais des reportages télé sur les séjours à la montagne et c'est des reportages qui vont toujours un petit peu grincer des dents parce que qui va au ski en fait aujourd'hui ? Et pas beaucoup de monde. Il y a moins de 8% des Français qui partent pratiquer cette activité l'hiver et il y en a 65% qui ne partent même jamais en vacances l'hiver. Ça, c'est les chiffres d'une étude du Crédoc de 2018. Il y a d'autres études qui ont été menées sur le sujet. Grosso modo, la proportion est toujours à peu près la même. C'est un Français sur 10 voire moins, qui skient. D'ailleurs, la plupart ne partent même qu'une année sur 2. Parce que le ski, c'est une activité qui est très marquée socialement. Qui la pratique ? Eh bien, les cadres, les diplômés du supérieur, les habitants des grandes villes et les personnes les plus aisées financièrement. Ce qui faisait dire à Jean Viard, sociologue du temps libre, il y a quelque temps et dans une interview, que les vacances au ski était encore un entre-soi des classes supérieures, presque un marqueur à la Bourdieu, quoi. Et puis, il y a aussi la clientèle étrangère qui est très présente. Elle représente un quart de la clientèle en France. C'est essentiellement des Européens. Ça s'entend pas mal au sommet des pistes si vous êtes familier de l'activité. Et c'est une clientèle qui fait monter les prix puisqu'elle assure plus d'un tiers des dépenses en station. Et oui, le prix, c'est d'ailleurs le nerf de la guerre du ski et ce qui explique majoritairement pourquoi il a tant de mal à se démocratiser. Aller au ski, ça coûte quand même super cher. Plus de 100 € la journée par personne. Donc, pour une famille de 4 sur une semaine, on dépasse quand même les 3 000 €. C'est principalement le logement qui coûte cher et puis ensuite les forfaits des remontées mécaniques et puis après tous les petits à côté, la nourriture, l'accès en voiture, etc. Donc finalement, c'est uniquement pour les gens qui habitent une région montagneuse ou pas trop loin que ça reste accessible financièrement et que ça peut être le plus hétérogène socialement, par exemple en ne partant que sur une ou deux journées. C'est ce qui faisait dire à une de nos journalistes de Slate, Louise Touré, arrêtez de nous saouler avec le ski, dans un article qu'elle a publié il y a quelques années chez nous. Alors, certes, le ski a toujours été assez élitiste. Mais pour nuancer ce tableau, j'ajouterais que l'État en France s'est lancé dans les années 60 dans une grande politique d'aménagement de la montagne qui avait justement pour objectif de démocratiser les sports d'hiver et aussi de trouver des débouchés pour les gens des vallées, les loueurs de matériel, les gens qui ont des restaurants, les moniteurs d'écoles de ski, ce sont souvent des gens qui sont originaires des montagnes. En fait, la France a fait en altitude et pour les montagnes ce qu'elle a développé au même moment sur le littoral du Languedoc, c'est-à-dire des grandes stations touristiques qui se voulaient accessibles au plus grand nombre. Alors cette approche du tourisme très standardisée, autour de stations qui sont des villages vacances, autour d'une mono-activité, cette approche elle a un peu vieilli avec ses pratiquants, et l'époque où le ski était un marqueur de statut social, elle est un peu derrière nous, même si c'est vrai que ça reste un sport onéreux. Voilà, enfin ce qu'on peut souligner, c'est que l'imaginaire lié à la montagne, celui de la pub un peu rétro qu'on a entendu au début, ou tout ce qui est lié au sketch et aux répliques cultes des bronzés, en fait cet imaginaire il n'a pas vraiment évolué depuis 40 ans. Pourtant c'est bien ce monde qui est en train de disparaître sous nos yeux, celui des petites
location de T2 pour 6 personnes, du vin chaud trop cher et du planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout. Le planté de bâton, ouais. Le planté, moi, le bâton, ouais. Alors pour discuter de ce sujet, on a interviewé Nicolas Nova. Nicolas Nova, il est anthropologue, sociologue, spécialiste des cultures numériques, de design et de prospective. Voilà, il est professeur associé à la Haute École d'Art et de Design de Genève et il a cofondé l'agence de prospective Near Future Laboratory, mais surtout, il consacre depuis plusieurs années une enquête aux Alpes contemporaines qu'il étudie sous l'angle des imaginaires et des mutations sociologiques. On peut suivre son compte Twitter Alpine Tomorrows sur lequel il poste des photos, des articles en lien avec l'actualité de la montagne. Alors je lui ai demandé pour commencer si cet arrêt brutal de l'activité en station n'était pas une sorte de répétition générale, comme un avant-goût de ce qui attendait les stations dans les années à venir. On pourrait dire que la situation actuelle de stations fermées pour cause de Covid, elle anticipe des fermetures ou des réorientations, des bifurcations d'ici quelques années, parce que tout simplement, il n'y aura plus de neige, ou alors ce sera tellement problématique d'aller chercher de l'eau pour faire de la neige de culture que ce sera pas problématique, ou que dans certains coins, faire de la randonnée sera compliqué parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des éboulements, parce que la montagne est friable, etc., etc. Moi, c'est cet aspect-là que je trouve intéressant, de prendre en fait la situation actuelle, non pas comme dire oulala c'est fini, mais c'est plutôt qu'on voit bien qu'on est là en 2020, 2021 à un moment en fait de nécessité de réinvention en fait de ce que c'est que de vivre dans les Alpes, d'attirer d'autres populations dans les Alpes et notamment des touristes qui, pour des raisons diverses, soit à cause de Covid, soit d'autres raisons, vont pas pouvoir faire les mêmes activités que ce qu'on y fait depuis 50 ans. C'est étonnant que, vu la beauté des paysages de montagne qu'on a en France, une situation quand même assez exceptionnelle parmi les pays du monde, eh bien le tourisme d'été dans ces zones-là soit très peu développé et très peu prisé. Ni les mairies ni les investisseurs privés n'ont beaucoup mis de moyens sur ce tourisme-là. Les investissements là-dessus sont assez faibles et plutôt récents. Alors, Nicolas Nova utilise la fiction et même le jeu pour faire un peu de prospective. Il travaille actuellement sur un jeu de rôle qu'il a mis en place avec 2 autres chercheurs qui se déroulent dans la vallée de Chamonix. L'objectif, c'est d'étudier justement les effets du changement climatique sur la vallée. Je trouve intéressant le fait de créer un jeu de rôle de table, les bons vieux jeux de rôle inspirés des Donjons et Dragons et compagnie, mais de manière contemporaine, en laissant chacun jouer un différent rôle pour imaginer le futur d'un espace alpin comme celui de la vallée de Chamonix qui m'intéresse. D'un point de vue pratique, ça peut être dans une partie, quelqu'un va jouer un lièvre, un téléphérique, un autre un cristallier qui va chercher des cristaux dans la montagne, et de faire jouer ce petit groupe pour faire saisir, en fait, faire construire par eux-mêmes ou par elles-mêmes, par les joueurs et les joueuses, ce que pourrait être demain la vie dans ces espaces. Et en faisant ça, le pari, et c'est en général ce qui se passe dans les jeux, c'est qu'il y a des manières de réfléchir, d'ouvrir les imaginaires, de se dire si je suis lièvre variable qui change mon pelage en hiver parce qu'il y a de la neige et que l'hiver a raccourci, j'ai toujours mon pelage blanc et je suis dans un champ tout vert, je vais être vu par des chasseurs qui vont peut-être me tuer, ou des prédateurs qui vont peut-être me sauter dessus, de faire comprendre en fait les points de vue des autres acteurs en fait de ces espaces. Et au fond, de se rendre compte que le futur de ce que l'on fait dans les montagnes, c'est plus compliqué que juste des enjeux juste de tourisme, de remontée mécanique, même si ça fait évidemment partie du sujet de manière assez importante. Ouvrir les imaginaires, c'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est vraiment devenu une nécessité avec le réchauffement climatique. Là, il y a tout un modèle économique à repenser, puisque les espaces à la montagne sont essentiellement construits sur le tourisme d'hiver et sur le ski, et ça ne va plus être possible à un horizon très très proche. La Cour des comptes s'est d'ailleurs penchée sur le sujet en 2018, et elle le dit de manière radicale, il faut changer rapidement le modèle de développement des 131 stations de ski des Alpes du Nord. Ces stations là ne tiennent pas assez compte du réchauffement climatique. Et là, on est face à une alternative,
s'adapter, se reconvertir ou éventuellement mourir. Le réchauffement climatique, on le sait, il nous touche de manière très concrète. En 30 ans, Météo France a évalué la hausse des températures dans le massif alpin à plus 2 degrés en 30 ans seulement. Donc les stations de ski les plus basses voient leur survie clairement menacée. Il faut qu'elles pensent à des reconversions. Alors dans un premier temps, ça fait un effet d'aubaine pour les plus hautes, sur laquelle les clientèles se replient. Mais jusqu'à quand? Là aussi, les jours sont plutôt comptés. Et puis les moyens qui sont mis en place actuellement de artificialisation en utilisant de la neige de culture, des canons à neige, etc., ne peuvent tenir que très temporairement. En plus, elles sont mauvaises pour l'environnement, donc ça enclenche un cercle vicieux. Et puis de toute façon, pour que la neige, même artificielle, tienne, il faut qu'il fasse moins de 0 degré. Et ça, à l'horizon post-2050, c'est vraiment plus gagné. Alors pour terminer, j'ai demandé à Nicolas Nova pourquoi il étudiait la montagne. Et ce qu'il explique dans l'extrait qu'on va entendre, c'est que les Alpes sont un laboratoire, un miroir également qui reflète des questions qui traversent toute la société, qu'il s'agisse des déplacements, du travail ou encore des loisirs. La question de l'imaginaire associé aux montagnes et aux Alpes, elle m'intéresse à différents égards, quoi. Il y a un premier qui est celui de la vision décrite le plus couramment, c'est-à-dire le tourisme de masse, le ski, les bronzés font du ski dans les montagnes, et qui apparaît comme majoritaire, alors qu'en fait, derrière, depuis 4-5 ans, je mène une enquête dans différents territoires alpins, en France, en Suisse, en Italie, Autriche, Slovénie, qui montre en fait qu'il y a plein d'autres bribes en fait de futur, de signaux faibles de futur, d'autres pratiques, d'autres imaginaires qui sont présentes et qui sont déjà pas liés uniquement à la vision extérieure, c'est-à-dire les urbains des grandes villes, donc de Lyon, Paris, Turin, qui vont dans les montagnes, mais qui sont liés aussi à ce qui se passe dans les populations alpines. Dans mon enquête, je suis tombé sur des gens qui montent des mines de Bitcoin dans les montagnes suisses parce que il y a l'électricité pas chère et il fait froid, donc on peut y mettre des serveurs. Le retour en fait à la montagne comme espace protégé, tel qu'on retrouve dans les contes et légendes et dont par exemple Tolkien s'était inspiré, de voir en fait qu'il n'y a pas une montagne, il y a différents types d'ingrédients et d'imaginaires, et qu'au milieu de tout ça, il y a une espèce de tension que je trouve extrêmement intéressante, qu'on retrouve dans l'histoire, une tension entre d'un côté le retour à l'authentique, avec le côté proche de la nature, le côté on va être dans un monde un peu plus éloigné des espaces urbains, on va pouvoir voir les éléments, la neige, ou l'été avoir une qualité d'air meilleure. Donc il y a ça d'un côté qui est recherché même par les gens locaux, et puis d'un autre côté le revers de la médaille. Voilà, donc le revers de la médaille, c'est que la qualité de l'air qu'on vient chercher en montagne, parce qu'il est réputé pur, en fait, il est de plus en plus pollué en raison du trafic. Le revers de la médaille, c'est aussi la surfréquentation des massifs et la fragilité des espaces naturels. On voit en fait que c'est difficile de concilier cette attente de nature, d'authenticité qu'on a tous avec la préservation de l'environnement. Et d'ailleurs, c'est un sujet majeur qui touche tous les sites touristiques, et pas seulement ceux qui sont situés en altitude. Enfin, Nicolas Nova ajoutait dans notre entretien que un tourisme plus naturel est en train de se développer autour du ski de randonnée, des promenades en raquettes, voire des retraites de yoga. Et en fait, les lieux alpins qui en profitent ne sont pas forcément ceux qui étaient les mieux armés à l'époque du tout-ski. Voilà, donc en définitive, l'éloge de la lenteur, de la nature authentique, toutes ces valeurs de l'après-ski qui sont très en vogue, justifient qu'on ira probablement encore en montagne à l'horizon 2040. Ce soir, je vais conclure. Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Finalement, le ski aura bien rempli sa mission première de désenclavement des régions montagneuses, puisque originellement, au début du XXe siècle, quand cette activité a commencé à tout doucement se développer, c'était sous l'impulsion des médecins hygiénistes et de l'armée qui voulaient lutter contre le repli de ces populations qui restaient bloquées 5 mois dans l'année dans leur village. C'était un moyen notamment de relier les vallées entre elles. L'armée avait même eu dans un de ses rapports cette expression assez malheureuse de vouloir lutter
lutter contre la dégénérescence de la race montagnarde. Et donc là, avec ce que tu viens de dire, Jean-Laurent, c'est que même sans le ski, les montagnes vont redevenir des endroits prisés, des endroits branchés, non plus avec les objets de consommation des 30 Glorieuses, mais avec les nouvelles pratiques et activités hype du moment. Est-ce que ça va plaire aux locaux? Ça, c'est un autre débat et c'est pas certain. Si le sujet de la montagne et de son avenir vous intéresse, on peut vous conseiller de lire la revue L'Alpe, qui est très complète sur tous ces sujets de transition et de reconversion des activités de montagne. Et par ailleurs, un très bon article du géographe Philippe Bourdeau sur l'après-ski et l'après-tourisme dans les Alpes. On peut le trouver en ligne sur la revue de géographie alpine et l'article s'intitule « De l'après-ski à l'après-tourisme, une figure de transition pour les Alpes ». Et puis moi, je vous conseille un article qui était paru dans la revue STAPS en 2006, à l'origine du ski français, le discours commun de l'armée et du club alpin français par Yann Drouet et Antoine Luciani, où vous découvrirez que si certains d'entre nous partent au ski en février, eh bien c'est grâce à l'armée française. On vous mettra les liens de toutes ces lectures dans le petit article qui accompagne cet épisode de Poire et Cahuète, épisode qui touche déjà à sa fin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Poire et Cahuète, toujours avec Jean-Laurent Casselli. Salut Jean-Laurent. Salut Hélène, à dans 2 semaines. Retrouvez Poire et Cahuète sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahuète, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.